Non, bah moi, je ne suis pas sur Mistral, en fait. J'étais censé gérer les appels des sponsors. Que je sois pas Tu nous donnes un top? Ouais, c'est en train de se faire. OK. Le lien. OK. Alors, on va y être dans quelques petites secondes. Je donne le top. Ça y est, on y est sur la plateforme Imagina. Donc, moi, maintenant, à partir de là, je coupe le micro et je vous laisse présenter votre conférence. C'est à vous. Merci. Top. OK. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle table ronde. Hop, pourquoi ça n'avance pas? Donc, nous sommes sur la deuxième édition de IA et les ODD. Cette fois-ci, nous travaillons sur l'objectif de développement durable numéro 5, égalité entre les sexes. Donc, nous avons pour cette table ronde avec nous Sophie Vigier, la directrice générale de 42, Caroline Goubeau, fondatrice de Polydata, et Pratik Sibal, chercheur en politique publique et technologie de l'UNESCO. Je suis Frédérique Rupa, la directrice du Digital Design Lab à l'école de design Nantes-Atlantique. Alors, je vais faire une introduction assez rapide pour faire le lien justement entre ce ODD numéro 5 et les données, les datasets en particulier utilisés pour l'IA, ainsi que les liens avec l'ODD numéro 5 et l'égalité des sexes. Donc, en bonne américaine, je vous donne un trigger warning pour vous prévenir quand même qu'il y aura quelques slides qui risquent d'être un peu perturbants. Hop. Alors, les ODD numéro 5, je ne sais pas si vous arrivez à voir avec les personnes ou pas, mais ce sont des cibles qui sont définies pour essayer de mettre fin à toute forme de discrimination et violente faite aux femmes et aux filles, éliminer des pratiques préjudiciables, garantir la participation des femmes et renforcer leur utilisation des technologies clés. Donc, c'est un ODD qui est particulièrement apte pour ce salon de la data. Et je suis très contente de faire une présentation par le biais justement de ce ODD. Donc, je vais commencer par une présentation rapide de ImageNet, donc, qui est une base de données qui est utilisée pour générer des modèles de computer vision, de vision par ordinateur, originalement fait en 2009 et qui a maintenant environ 14 millions d'images qui sont dedans. Et cette année, la créatrice Li Feifei et Olga Rusakovsky, avec son équipe, a décidé de s'attaquer un peu aux problématiques qui est survenue grâce, ou plutôt à cause du modèle économique des tâcherons qui font les annotations dans ces bases de données, et donc en particulier dans les catégories et de la branche humaine, il y a beaucoup d'annotations qui sont sexistes, racistes et homophobes, et ils ont fait tout un projet pour essayer de rendre cette base de données plus équitable. Donc, c'est vraiment un super projet de recherche, je le recommande vivement. Mais ce qui en sort, c'est que de 2500 catégories humaines, à la fin de leur recherche, il n'y en a que 159 qui peut être considéré non seulement sûr dans le sens que ce n'est pas désobligeant, et imaginable, où on peut quand même attribuer une image, par exemple philanthrope, ne serait considéré comme quelque chose de trop vague pour être imaginé. Donc, après, il y a environ 6 mois, il y a un papier de Prabhu et Biran qui est sorti, qui a fait une recherche beaucoup plus systématique sur toutes les très grosses bases de données d'images utilisées donc, dans ces entraînements de modèles de vision par ordinateur. Donc, bien sûr, ils ont retrouvé exactement le même problème dans les annotations qu'on avait vues dans ImageNet, mais ils sont allés un peu plus loin et ont montré comment on pouvait remonter à travers les images qui sont utilisées et référencées, souvent prises sans consentement de la part des personnes qui sont dans ces bases, qu'on peut remonter à l'image source et retrouver les personnes
qui sont carrément présentés dans ces bases. Le problème est tel que Tiny Images a décidé de retirer sa base de données de la circulation et demandé aux data scientists d'arrêter de s'en servir parce qu'ils considéraient les problèmes tellement sévères qu'ils ne pouvaient plus considérer que essentiellement c'était trop tard pour être corrigé. Recherche extrêmement importante de 2018 qui a permis à Joy Buolamwini et Timnit Gebru d'analyser justement ces outils de classification automatique des GAFAM où ils ont pu voir justement qu'ils avaient une très bonne performance sur les hommes blancs, mais que les femmes en particulier, les femmes avec des peaux foncées, avaient vraiment du mal à être correctement reconnus à travers ces algorithmes. Et donc, ils ont créé une dataset faite spécifiquement pour le benchmarking qui s'appelle le Parliament Benchmark, basé sur des images des parlementaires de 6 pays, 3 Africains, 3 d'Europe du Nord, pour pouvoir vraiment faire du benchmarking de ces moteurs, pour voir la qualité dans les cas les plus extrêmes en termes de typologie, de couleur de peau. Et dernier papier qui est sorti il y a à peine un mois, c'est des chercheurs qui voulaient voir justement dans les systèmes de reconnaissance d'images, est-ce que c'était des outils qui pouvaient être utilisés justement dans la recherche pour faciliter le travail. Et ils se sont rendus compte en faisant justement des tests où de nouveau ils ont pris des sénateurs américains, hommes et femmes, et ils ont vu les genres d'annotations qui sortaient à travers ces analyses d'images. Ils se sont rendus compte que pour les hommes, il y avait beaucoup plus de focalisation sur des rôles souvent plutôt valorisants, et les femmes, c'était des rôles souvent genrés et beaucoup d'annotations qui faisaient lien à leurs apparences. Alors, je vous préviens maintenant, nous rentrons dans la partie un peu plus perturbante. Donc, ça, c'était des actions assez concrètes pour essayer de rendre les bases de données beaucoup plus équitables, mais il y a des bases de données qui circulent qui sont extrêmement problématiques. Et en particulier, toutes les bases de données qui sont utilisées pour générer ce qu'on appelle des deepfakes avec des algorithmes comme les GAN, Generative Adversarial Networks, et que quand on voit les victimes de deepfake, on sait que c'est environ 94% des victimes sont des femmes, souvent des femmes relativement connues qui sont utilisées dans des deepfakes pornographiques, et que pour pouvoir générer ces deepfakes, il y a d'autres types de bases de données qui circulent, en particulier celui-ci. Il y a le lien qui explique les problématiques justement de ces bases de données qui sont faites sans le consentement des femmes, souvent carrément dans des agressions sexuelles, et qui donc se retrouvent à circuler et être utilisées justement dans cette pratique extrêmement problématique. Et je vais finir avec ce qu'on pourrait appeler les données manquantes. Une des choses dans ces ODD, c'est justement s'attaquer aux violences faites aux femmes et aux filles. Et donc, le travail de recensement des féminicides est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire. D'une part, parce que chaque pays a tendance à utiliser des définitions différentes. Les crimes peuvent varier d'un pays à l'autre. Et donc, il y a le travail de recensement est quelque chose qui est en train d'être fait. Par exemple, Women Count USA, c'est une infirmière qui a commencé ce type de recensement des femmes tuées aux États-Unis. Et donc, c'est quelque chose qui est assez pénible et difficile à faire, d'une part, par ces difficultés. Les statistiques que je vous montre, c'est de l'Union européenne, donc qui commence quand même à recenser et à avoir des définitions qui peuvent être utilisées dans tous ces pays. Mais d'un pays à l'autre, on a encore beaucoup de soucis à faire remonter donc, pour pouvoir recenser ces crimes contre les femmes. Donc, maintenant que j'ai bien plombé l'atmosphère, je vais lancer la conférence. Donc, la première personne qui va présenter est Sophie Figier, la directrice générale de 42. Donc, je vais désactiver mon partage pour
permettre à Sophie de prendre la parole. Voilà. Bonjour, merci beaucoup. C'est assez plombant en fait. Désolée. Hein. Franchement, je regardais et je me disais, mais le problème, il est tellement plus large et on a un tel problème de société qui est vraiment profond, quoi, et qu'on ne va pas régler comme ça. Bref, donc moi, je voulais vous parler très rapidement, alors peut-être juste en 2 mots, replacer peut-être 42 très, très vite. Donc 42, c'est une formation qui est entièrement gratuite, sans condition de diplôme pour pouvoir y accéder, sans condition d'âge non plus. Ce qui est vraiment, on a voulu pouvoir donner une chance à toutes et à tous de pouvoir rejoindre, on va dire, le train de l'Eldorado de l'informatique. Et parce qu'on avait une profonde croyance aussi dans le fait que finalement les diplômes qu'on acquiert à l'école n'aident pas nécessairement à pouvoir devenir codeuse ou codeur, et qu'on en a plein des talentueux dans notre école qui sont sortis du système scolaire bien avant. Et surtout, on utilise un système pédagogique, une méthode pédagogique qui est très particulière, qui est très innovante, qui est la méthode pédagogique du peer learning, c'est-à-dire qu'on apprend par ses pairs. Donc, on sort complètement du système top-down avec un professeur qui vous apprend et qui vous explique quoi savoir, qui a ses avantages, mais qui ne permet pas de développer pour les apprenants les compétences d'aller chercher de l'information, de la vérifier, de se mettre peut-être en situation de position plus critique, donc de développer sa pensée critique, de développer aussi l'innovation et surtout le fait de travailler par pair permet de développer aussi tout ce qui est communication, collaboration et voire même empathie. C'est vrai qu'à 42, il y a une notion de solidarité et d'entraide qui est extrêmement forte. Donc voilà pour 42. Je partage l'écran rapidement. Vous me dites si ça fonctionne correctement. Est-ce que c'est bon? Oui, oui. Alors, c'est parfait. Ok, merci beaucoup. Alors, juste très rapidement replacer un petit peu les femmes et le numérique. J'aime beaucoup toujours commencer en général par est-ce que vous connaissez des femmes scientifiques. Alors, je ne sais pas exactement quel est notre auditoire, mais souvent j'attends 2 secondes en disant sauf Marie Curie. Puis voilà, tout le monde qui s'écarte dit ah oui, alors je ne sais pas Marie Curie, mais alors qui on va pouvoir trouver? Voilà, c'est un véritable problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de femmes dans les sciences, loin de là, y compris même en informatique. Ça veut dire qu'on a un vrai problème d'invisibilisation des femmes. Et ça, c'est que ce soit dans l'art, que ce soit dans les sciences. Malheureusement, dans une société type patriarcale dans laquelle on est, il y a beaucoup de découvertes ou de victoires qui ont été accaparées par les hommes. Aussi, se rappeler du pourcentage de femmes qui étudiaient l'informatique dans les années 80. On a l'impression, ou on souhaite en tout cas, que les choses aillent de mieux en mieux de manière générale. Malheureusement, par exemple, dans le domaine de l'informatique, ça n'est pas le cas. Donc, pour revenir sur ces 2 questions, eh bien, la première, c'est assez étonnant, mais figurez-vous qu'en informatique, il y a eu des femmes qui ont jalonné ce domaine et qui ont été extrêmement importantes. La petite blague, moi, quand j'avais 18 ans, j'étais fan d'Alan Turing, l'intelligence artificielle, j'ai découvert ça, je trouvais ça absolument génial. Et en fait, quand j'ai compris qu'un siècle plus tôt, il y avait une femme qui avait œuvré dans ce domaine-là, j'étais quand même assez étonnée. Les bras m'en sont tombés. Au début, j'ai cru que c'était un peu un truc pour faire rentrer un petit peu les femmes. Non, 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 la fille était géniale, incroyable. Ada Lovelace, qui est quand même la première personne qui, travaillant avec son professeur de mathématiques à l'élaboration d'une machine à calculer, a été la première à avoir cet esprit créatif de se dire, mais si on reliait finalement ces nombres à des lettres ou à des notes de musique et qu'on faisait des calculs sur ceci, et elle a posé les bases de l'algorithmie. On a Hedy Lamarr, qui était une pionnière du Wi-Fi, qui était par ailleurs une remarquable, extrêmement belle actrice. Vous aviez les ENIAC Girls, qui ont travaillé sur le premier ordinateur au monde. Alors, à l'époque, c'était des énormes machines avec des kilomètres de câbles. Vous avez Grace Hopper, qui a travaillé sur l'élaboration du langage COBOL et fait évoluer aussi le langage informatique pour qu'il se rapproche de la langue. Et puis, vous avez Margaret Hamilton, grâce à qui Apollo 11 a pu allunir. Il n'y a pas que ça. Alors, ça paraît rien comme ça, mais en fait, c'est des étapes qui sont extrêmement importantes et on voit bien que les femmes ont eu un rôle à jouer. Et puis encore, bien évidemment, des success stories plus récents, bon, Alicia Alexander, Marissa Mayer, Suzanne Pacheco, etc. Donc, ce n'est pas que du passé non plus, hein. Il y a aussi des femmes actuellement qui sont dans le métier, dans le domaine de l'IT. Alors, en revanche, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, malheureusement, on n'a que 33% de femmes dans le numérique, contre 53% dans tous les autres secteurs. Donc, déjà, on voit qu'il y a moins de femmes,
n'y a pas tellement de raison à ça, en fait, on va voir plus tard. Mais quand on s'intéresse au domaine vraiment plus technique, au domaine de la R&D, du développement, on tombe à 10%. J'ai une mauvaise nouvelle en plus. Le rapport GenderScan qui a été rendu à Cédric Roux en novembre 2019 indiquait un recul entre 2013 et 2018. On a eu moins 11% dans les formations et moins 6% chez les salariés. 9% seulement des startups en 2016, alors ça ne s'est pas vraiment amélioré, étaient dirigées par des femmes. Et 15% dans les formations, alors liées au numérique, plutôt un peu plus, on va dire, plus au développement informatique. Donc, vous voyez, il y en a très, très peu. On pourrait se dire, mais bon, OK, il y a très peu de femmes, mais souvent, c'est l'idée qu'on en a, mais en fait, c'est quelque chose qui est fait pour les hommes. Alors, pourquoi il y a moins de femmes? Il y a plusieurs raisons. D'abord, tout simplement, les femmes ont eu un accès récent aux études supérieures. Faut pas l'oublier. Donc, évidemment, elles ont été moins nombreuses à accéder à ces domaines-là. Aussi, principalement, le manque de rôle modèle. Je voudrais rappeler quand même qu'en France, en tout cas, une petite fille qui grandit en général à l'école et qu'à l'école, les manuels scolaires font apparaître pour 95% des représentations, qu'elles soient fictives ou historiques, en sciences, des hommes. Donc, même un petit dessin où on fait de la chimie, c'est un mec. C'est très compliqué pour une femme de se projeter, d'autant plus dans un monde où les petites filles sont beaucoup plus soumises au regard. Donc, il y a beaucoup d'études faites là-dessus, y compris à l'école, des études récentes faites par l'UNESCO. Bref, les petites filles sont beaucoup plus soumises au regard. Donc, elles s'inquiètent beaucoup de qu'est-ce qu'on va penser d'elles. C'est bien qu'on leur demande d'être parfaites, etc. C'est les injonctions souvent. Donc, quand une petite fille grandit, elle va devoir se projeter. Et si elle se projette dans quelque chose qui est un stéréotype, donc c'est le point d'après, c'est-à-dire l'image évidemment du geek, du nerd, de l'informaticien, c'est l'image d'un homme en général seul, plutôt moche, avec une pizza, etc. Évidemment qu'une petite fille de 8 ans ne se dit pas « Mon Dieu, quel bonheur, qu'est-ce que je voudrais ressembler à ça quand je serai plus grande ?» Donc c'est très difficile et avec ce poids-là et les stéréotypes, on l'a dans dur et la vie dure. Il faut y rajouter le problème des prescripteurs qui sont souvent les parents qui demandent à leurs petites filles de ne pas aller dans un domaine où elles vont être seules femmes parce qu'il y a une sorte de danger immanent. Donc tous ces éléments-là font évidemment qu'on est dans une société très socio-sexuée malheureusement où on s'imagine qu'il y a un cerveau rose et un cerveau bleu et que le cerveau bleu visiblement est plus fort pour les mathématiques et les sciences abstraites et le cerveau rose visiblement est plus fort pour prendre soin de la communauté, voire faire des tâches ancillaires comme s'il y avait une appétence pour ça. Donc bref, malheureusement, ce sont ces éléments qui jouent énormément et qui font que même des petites filles vont se couper de la possibilité de faire ça avant même de comprendre et de savoir ce que c'est. Et souvent, j'entends « Non, mais c'est juste, c'est pas fait pour moi ». Il y a aussi quelque chose qui s'est passé dans les années 80 qui a été très spécifique, particulièrement en Occident, qui a été la sortie de l'ordinateur individuel. Donc avant, l'ordinateur, c'était des énormes salles. Dans les années 80, l'ordinateur arrive et en fait, finalement, c'est vu comme un gadget un peu scientifique. Et un gadget scientifique, ça va être offert plutôt par des familles aisées à des enfants garçons. J'en suis le pur produit. Mes parents m'ont offert un ZX81 dans les années 81 à mes frères que je me suis empressée de leur voler. Mais si on regarde ici les courbes, vous voyez, ça c'est le nombre de diplômés femmes. Donc on commence vraiment bas en sciences. En 1972, on est à 5% de femmes. Vous voyez, il y en avait plus quand même dans l'informatique. Et ça n'a cessé de croître de manière générale le pourcentage de femmes diplômées dans le domaine de l'ingénierie. Vous voyez qu'on arrive à 25% de femmes en 2010, tandis qu'on voit bien en 1983 la courbe qui décroche dans le domaine de l'informatique. Il faut comprendre aussi qu'à cette époque, dans l'imaginaire, on a commencé à prendre conscience aussi que l'informatique était quelque chose d'important. Il y avait des films comme War Games, par exemple, où on a un adolescent boutonneux qui arrive à hacker le Pentagone. Malheureusement, la France n'a pas pris le tournant. Il faut quand même se rappeler que la France a fait une expérimentation dont j'ai pu bénéficier dans les années 80 où on apprenait l'informatique à l'école en 6e et ça a été arrêté au bout de 3 ans parce que finalement, l'informatique, ce n'était pas très important. Ils ont eu le nez creux. Et ça, c'est le nombre de femmes et d'hommes diplômés entre 1980 et 2010 dans l'informatique. Vous voyez qu'il y a quand même un écart très, très important qui ne fait que s'accroître. Alors,
Finalement, quel est l'impact d'avoir si peu de femmes dans le numérique? Pourquoi c'est grave? Parce qu'il y a beaucoup de femmes dans plein d'autres domaines. D'abord pour les femmes, parce que pour des raisons qui sont des mauvaises raisons, c'est-à-dire des raisons de stéréotypes, elles se privent de métiers qui sont des métiers avec du plein emploi, qui recrutent énormément, qui sont des métiers extrêmement drôles. J'adore dire ça, tout le monde dit drôle. C'est extrêmement ludique l'informatique. J'ai rarement vu des gens faire un métier et faire yes quand ils arrivent à faire quelque chose. C'est ce qui se passe en informatique. On travaille avec plein de personnes, on travaille dans tous les domaines. Vous pouvez faire de l'informatique et de la mode, de l'informatique et de l'agriculture. Évidemment, ça s'insinue dans tous les domaines. C'est des métiers aussi où on peut partir dans le monde entier, où on peut gérer beaucoup plus d'emploi du temps, faire beaucoup plus de freelance. Ce sont des métiers extraordinaires et pour de très mauvaises raisons, malheureusement, les femmes s'en privent. La deuxième raison, c'est une raison aussi économique, qui est que l'économie numérique est une économie qui est extrêmement porteuse. On ne sait plus faire un seul projet sans qu'il ait une facette, ne serait-ce que d'existence, au moins sur Internet, ou d'une app, ou gérer la cybersécurité. Enfin bref, il y a toujours une petite facette d'informatique. Or, nombreux sont les projets qui n'existent pas ou qui sont morts dans l'œuf, parce qu'il n'y a personne pour les accompagner, parce qu'il n'y a pas les compétences. Et pourtant, on se prive de 50% de l'humanité. Et la troisième raison, qui est celle dont tu as parlé avant, Dominique, c'est qu'il y a un énorme problème en fait, sociétal derrière, vers lequel on est en train de s'engouffrer, qui est que quand on a toute une petite partie de l'humanité contre laquelle on n'a rien du tout, ça aurait été une autre petite partie, c'est la même chose, mais qui regardent par le petit bout de la lorgnette de leur éducation, de leur modèle de pensée, de leurs valeurs, du coup, ça donne quelque chose de très étroit. Et évidemment, ça donne des écueils et ça ne permet pas d'avoir une réponse un peu plus pluraliste. Et puis, les algorithmes, ce n'est pas les algorithmes en eux-mêmes, c'est que les algorithmes se basent surtout sur des bases de données qui sont biaisées parce qu'elles sont biaisées par la nature humaine et par le fait que, donc il y a eu plein de scandales, par exemple celui de la carte de crédit Apple, où quand on se base sur une base de données, évidemment, qui est biaisée, c'est-à-dire dans laquelle les lignes de crédit qui étaient données à des femmes étaient plus réduites, évidemment, ça sort une solution qui va faire qu'agrandir et accroître malheureusement cette inégalité. La problématique qui avait été soulevée tout à l'heure aussi de Joy Bouloumi, qui travaillait au MIT, et aussi une problématique qui a des incidences monstrueuses parce qu'on en arrive à faire des systèmes de reconnaissance faciale où finalement l'écart d'erreur entre deux hommes blancs va être de 3%, entre deux femmes noires de 30%. Ce qui est monstrueux, c'est si après c'est utilisé dans un cadre juridique, notamment aux États-Unis, et où finalement on va incriminer des personnes avec une marge d'erreur aussi importante. Et puis, de manière générale, pour avoir des citoyens et des citoyennes en capacité, il serait bon que femmes et hommes puissent bien évidemment accéder à toutes ces formations. Voilà, alors je ne sais pas s'il me reste du temps pour parler de 42, je ne veux pas monopoliser la parole, tu me dis. Là, normalement, il faudrait finir très, très, très vite. Voilà. Et alors, donc, je ferai très, très vite. À 42, on est arrivé à 21% de femmes. Quand je suis arrivée, il n'y en avait que 14, on est à 26 cette année. Ce qui a été mis en place, c'est surtout des alliés en interne. On avait une cloud, on avait un groupe de travail sur le. Tu rigoles, pour travailler ensemble. Je fais partie, on a sensibilisé des équipes, on a nommé des référents, on a une adresse mail social report. C'est très important que surtout la structure est là pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de sexisme, que les femmes se sentent chez elles et se sentent bien. On a repensé les locaux pour les femmes aussi. Je ne vous la passerai pas, mais on fait passer des vidéos rigolotes d'ici au début des piscines, qui sont les périodes de sélection. On a fait venir des speakers techniques sur le terrain. On a fait des expositions, on a plein d'événements. Je ne peux pas tout vous lire. On a fait énormément de choses, travaillé évidemment avec un écosystème très large. On fait des systèmes presque de quotas, mais en fait, c'est des quotas d'accès à l'examen, si vous voulez, à la période de sélection pour pouvoir obtenir plus de femmes. Et puis, on travaille avec Pôle emploi, Social Builder, etc., etc. Donc, on a 100% d'embauche, c'est quelque chose, mais on a pour la rentrée cette année, et on est sur des gros volumes, on a 26% de femmes. Ce n'est pas assez, mais c'est déjà bien, et on est en bonne voie pour aller vers ce qu'on aimerait, c'est-à-dire la parité naturelle. Bon, on espère. Surtout, on fait une expérimentation avec l'éducation nationale pour remettre du code en CM1, CM2, 6e, de manière non genrée. On espère qu'on va y arriver. Voilà. Parfait, merci beaucoup. C'était super. La deuxième conférencière, c'est Caroline Goubeau, la fondatrice de Polydata. Je te laisse la parole et le contrôle de l'écran. D'accord.
Donc, c'est bon pour vous? Oui. Ouais. Alors, ça va être vraiment un parallèle avec ce que Sophie vient de partager sur l'univers informatique. Moi, je vais me concentrer sur l'univers data, qui est un peu une sous-partie, c'est-à-dire que l'IA se rejoint, c'est-à-dire que les gens qui font de l'IA, les métiers de l'IA, peuvent venir des mathématiques ou de l'informatique. Là, je vais vous parler de mon vécu. Ça fait 20 ans que je pratique la data et j'ai remarqué des changements dans ce métier, une évolution qui sont bénéfiques parce que le métier est plus en valeur, mais aussi un passage vers un métier qui était à la base féminin et qui ne l'est plus. Donc, on remarque vraiment un gros parallèle avec le métier informatique. Et les courbes que Sophie a montrées, on pourrait les appliquer à la data aujourd'hui. Donc, j'ai fait une petite recherche rapide et de ce que j'avais ressenti et de ce que j'ai remarqué sur Google Trends en reprenant les chiffres, c'est qu'effectivement, la data, jusqu'à l'apparition du big data, le terme big data qui est arrivé via les réseaux sociaux était assez peu connu. Donc, ça a été un vrai changement, le big data, pour mettre en lumière ce métier. Et ensuite, le boom de la spécialisation IA a aussi créé un nouveau gap en termes de valorisation et de mise en avant du métier data. Donc, j'ai basé, alors attendez, voilà, j'ai basé un peu toutes mes présentations sur ces deux dates charnières. Tout simplement, voilà, quand je suis sortie de mes études en 2001, mon métier s'appelait chargé d'études statistiques. À partir du moment où le terme big data est arrivé, donc la data a été mise plus en valeur, le terme data scientist a remplacé le chargé d'études statistiques. Et depuis quelques années, on n'a plus un seul poste généraliste de data, on a plusieurs. Donc, on en a beaucoup. C'est difficile parfois de s'y retrouver pour les anciens comme moi, parce qu'en fait, on a l'impression de savoir tout faire, mais pas vraiment. En fait, l'idée, c'est qu'avant, on était plutôt généraliste, de formation classique, mathématiques et statistiques. Et depuis quelques années, on est sur une ouverture et une spécialisation, ce qui est hyper bénéfique parce que tout le monde peut bénéficier de la data. C'est un support, c'est un moyen qui est très utile. Donc, pour expliquer un petit peu tout ça, j'ai fait des petits dessins. Donc, au début, donc, le métier de chargé d'études, comme je le voyais, en tout cas, comme je le vivais au quotidien, c'était vraiment les mathématiques appliquées, la statistique, de façon généraliste. Statistique, data mining, machine learning et IA. On utilisait l'informatique comme un médium, c'est-à-dire pour manipuler les data, faire du data management ou implémenter les méthodologies de data mining. Donc, sous des logiciels, il y en avait peu à l'époque, mais c'était principalement SAS. Et il faut effectivement aussi avoir une bonne vision de la spécialité, parce qu'à l'époque, il y a 20 ans, les domaines d'application étaient plus réduits et un métier, être actuaire, être biostatisticien ou faire de la data dans le marketing, le commerce, ce n'est pas du tout les mêmes métiers. Donc, il faut quand même travailler ce point-là. Et les secteurs étaient moins nombreux. Ceux qui étaient friands de ce qu'on appelait la connaissance client, la statistique, c'était les télécoms, les assurances, banques, pharma, industrie. Donc, ça restait quand même très limité, très parisien. À partir du moment où les réseaux sociaux sont arrivés, on a vu beaucoup de données qui sont déstructurées, qui sont arrivées. Donc là, tout ce qui est data lake, DMP, etc., l'importance de la pratique informatique a commencé à grandir. Et donc, cet aspect, cette spécialité informatique pour faire de la data a commencé à devenir vraiment importante. Et en termes de visualisation, les spécialités se sont ouvertes, les secteurs se sont ouverts. On a vu le data journalisme, la data vis, l'open data, ce qui a permis de faire connaître au grand public de plus en plus cette pratique, la manipulation des données et ce qu'on peut en faire. Et depuis quelques années, pas si longtemps, en fait, ce métier de statistique s'est vraiment agrandi, ouvert complètement et spécialisé à la fois. C'est-à-dire vous allez avoir des experts IA, alors qu'avant, c'était plutôt des personnes qui savaient un peu tout faire et qui parfois faisaient de l'IA. Donc là, on est vraiment sur des secteurs qui se spécialisent, des domaines d'application qui se spécialisent et aussi les spécialités qui sont maintenant complètement ouvertes. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce métier. Déjà, vous pouvez faire ce métier en ayant fait des études informatiques, une école d'ingénieur, du design, du journalisme. Et la spécialité, ça touche tous les secteurs. Ça devient un peu comme l'informatique ou dans les sociétés de taille conséquente, on a une DSI. Je pense qu'à terme, effectivement, on aura aussi l'équivalent en data. Donc, ça veut dire plus d'étudiants et plus de postes. Donc, donc là, l'idée, c'est de vous montrer un peu l'évolution du métier de la data en termes de prestige et d'emploi.
Donc, au tout début, quand je suis sortie de mes études en 2001, ce métier était clairement un métier support, pas forcément valorisé en interne. C'était vraiment quelque chose où on était là pour aider les clients internes. C'était absolument pas visible en termes de médias, de couverture médias et de conférences. Il y avait très peu de postes, c'était à Paris. Et les rémunérations, moi, je suis sortie de mes études, j'avais des amis qui étaient informaticiens et on était moins bien payés en général. Donc voilà, c'était un métier qui était difficile à expliquer aussi à notre entourage. Donc, c'était pas simple. Et chercher un travail dans ce domaine-là n'était pas évident non plus, parce que la catégorie n'existait tout simplement pas, en fait. À partir du moment, au fil des années, on s'est rendu compte qu'avec l'effet un peu paillette de ces termes qui montaient en puissance, les conférences qui commençaient à arriver, les médias spécialisés puis généralistes commencent à parler, la data devient dans le langage commun, la data est devenue un besoin, alors que ça reste un support, ça reste une méthode. Mais on entendait souvent des phrases un peu de type il faut qu'on fasse de la data. Donc, ce n'est pas un objectif en soi, mais c'est devenu quelque chose d'important pour les entreprises. Donc, la visibilité a explosé, la valorisation de l'expertise également, ce qui a entraîné une rémunération qui a vraiment augmenté de façon exponentielle et une offre d'emploi en forte croissance. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça devient presque difficile également de chercher un travail en data parce qu'en fait, tout s'appelle data. Donc, c'est un peu dur de trier. Et autant au même niveau que tous les secteurs, maintenant, c'est plus parisien, c'est vraiment toute la France. Toutes les entreprises peuvent travailler avec les données disponibles en interne ou en externe grâce à l'open data. Donc là, il y a vraiment eu un glissement, ce qui est hyper bénéfique parce qu'en fait, c'était un métier qui était peu connu, qui était peu valorisé, alors qu'en fait, il y a des possibilités infinies. Je rejoins Sophie sur l'aspect ludique du métier. C'est quand même c'est passionnant d'avoir des données et voilà, d'en déduire quelque chose. Il y a un aspect sociologique, il y a énormément d'aspects, de facettes à ce métier-là. Et le fait qu'il soit valorisé, c'est vraiment un plus. Ah, à chaque fois, je clique sur le mauvais endroit. Donc là, je vous donne ma vision vraiment personnelle de ce que j'ai vécu du métier data en prenant le parallèle de tout ce que je vous ai montré précédemment. Donc, quand je suis sortie de mes études, donc j'ai fait un DESS. Jusqu'en 5e année, on faisait de façon équivalente statistique, informatique et recherche opérationnelle. En 5e année, on nous a demandé de choisir une option qui nous rajoutait quelques heures sur l'année. Et 90% de mes amis, de mes pairs dans la promo femmes, on va dire, on était 90% à avoir choisi les statistiques. Et en informatique, c'était moins de jeunes femmes qui choisissaient l'informatique. Par contre, la recherche opérationnelle, c'était 50-50. Pour mes premières expériences professionnelles, j'ai pendant quelques années été dans une cellule de connaissances clients. On était 3/4 de femmes. Et bon, ça, c'est un fait, mais on va dire que c'est quelque chose contre lequel il faut lutter et il faut travailler au quotidien. C'est qu'effectivement, il n'y avait que 25% d'hommes, mais 60% étaient managers. Donc, on a quand même une disparité qui n'est pas liée à la data, c'est tout simplement structurel et lié à la société, c'est-à-dire que vous aviez quand même une proportion d'hommes plus importante à être manager que les femmes. Mais on avait 3/4 de femmes qui faisaient de la data, en tout cas dans les services que je côtoyais. En continuant mon parcours, à chaque fois que je postulais à des nouveaux postes, c'était des femmes qui étaient en face de moi en concurrence. Et quand je travaillais avec des sociétés ou quand j'ai aussi dans le conseil, en général, les référents de data qui étaient en contact avec moi, c'était majoritairement des femmes. Donc pour moi, je me posais absolument pas la question. Pour moi, ce métier était féminin. J'ai vraiment aucun doute. D'ailleurs, je le réalisais même pas en fait. C'était une évidence. Et depuis quelque temps, j'ai lancé ma société donc en 2018 et là, je me suis un petit peu plus frottée, on va dire, aux réseaux sociaux. Il faut se mettre en visibilité aussi quand on est à son compte, donc j'ai un peu plus côtoyé de conférences, de salons. Et j'utilise l'exemple ici du Salon de la Data que j'ai co-organisé l'année dernière. Je me suis amusée à faire quelques petites stats et il y avait 35% de femmes participantes et speakers. Donc là, déjà, moi, j'étais un petit peu surprise. Je ne comprenais pas, parce que pour moi, ce métier était féminin, et je ne comprenais pas pourquoi il était majoritairement fréquenté par des hommes. Et puis, une petite stat où j'ai vu qu'en fait, finalement, les étudiants de data étaient tout le temps là, parce que 50% des femmes, des bénévoles étaient des femmes, et c'était des étudiantes d'une formation data.
Donc, voilà. Ça commence un peu à m'alerter. Ensuite, je vois de plus en plus de communication, le média qui alerte sur le manque de parité dans la data. Quand on lit un petit peu plus, on se rend compte que c'est la parité dans les voies informatiques, mais aujourd'hui, l'informatique mène au métier data. Et puis, de plus en plus d'associations qui incitent les femmes à choisir cette voie. Donc là, je commence à être sérieusement perturbée et un peu sidérée aussi. En fait, je comprends pas. Je comprends pas parce que pour moi, c'était un fait. La data est un métier féminin. Et là, je me rends compte, en voyant toutes ces alertes, en voyant toutes ces communications, qu'en fait, finalement, bah non, c'est un métier masculin. Donc, j'ai fait une petite simulation très basique, mais en fait, j'avais besoin d'y voir clair. Effectivement, c'est un fait. Il faut que je l'accepte. Ça a été dur, mais je l'accepte. Les étudiants qui choisissent une formation pour aller vers un métier data sont aujourd'hui, donc en 20 ans, depuis que moi j'ai fait mes études, et si je regarde aujourd'hui, la proportion a baissé. Clairement. Donc, j'ai pris 30% de femmes parce que j'ai vu un chiffre recouper quelques infos, mais si je me fie justement à la présentation de Sophie, je pense que je peux baisser drastiquement cette proportion. Donc, on a non seulement un nombre d'étudiants qui augmente, parce que c'est des métiers qui sont de plus en plus visibles, donc de plus en plus demandés, et en plus, la proportion d'hommes qui augmente. Donc, en fait, ça devient écrasant, effectivement. Et si on prend tous ces étudiants sur 20 ans qui constituent la population, la vie active, on va dire la population active des professionnels de la data, en prenant tous ces chiffres, je me suis dit, bon, aujourd'hui, je vois encore quand même beaucoup de femmes. Donc, on peut peut-être se dire qu'il y a encore, peut-être qu'on est à un petit 50-50 femmes-hommes dans ceux qui sont actifs aujourd'hui dans les métiers de la data, parce qu'on a tous ceux qui, pendant 10 ans, ont fait ces études-là, qui étaient majoritairement féminines et qui sont encore là. Donc, mon constat, c'est de dire effectivement, il faut motiver les jeunes femmes à être modèles pour aller vers le métier de la data. Mais en fait, il ne faut pas oublier, c'est qu'on est là. En fait, il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce métier-là et on n'est pas visible parce qu'on prend moins la parole, sûrement, et on est moins sollicité par les médias quand il y a des communications dans les médias généralistes. Et donc, pour moi, ce n'est pas une affaire de conquérir les femmes pour les motiver à aller sur le métier de la data, c'est juste les reconquérir et peut-être éviter cette courbe en chute, comme on a vu sur l'informatique dans les années 80. Peut-être qu'il n'est pas trop tard et qu'on peut redresser la barre, comme le fait, par exemple, l'école 42. Et donc, pour moi, c'est important de profiter de toute cette expérience qui est là, qui est présente, mais qui n'est pas visible aujourd'hui quand on regarde les médias ou les conférences. Et donc, c'est ma dernière slide. En fait, je vous mets ici un article qui m'avait fait un électrochoc quand j'étais encore dans le déni total en me disant mais non, c'est un métier féminin. Et donc, j'ai vu justement cette autrice qui a écrit un bouquin justement sur le fait qu'à partir du moment où l'informatique est devenue rémunératrice et prestigieuse, qui faisait en sorte qu'on avait un statut quand on était informaticien, ce métier est devenu masculin. Donc, pour moi, c'est un fait maintenant, même si ça reste quand même une question, parce que j'aimerais creuser, c'est est-ce que le même phénomène que pour l'informatique arrive-t-il à la data? Est-ce que le métier n'est plus féminin, mais il n'est peut-être pas trop tard et on peut encore redresser la barre. Et la dernière question, c'est de me dire, effectivement, aujourd'hui, dans la data, la spécialisation qui est le plus mise en valeur, c'est l'IA. Est-ce que cette spécialité n'est pas plus publicité par les hommes, l'aspect technique, parce que justement, par rapport aux freins que peuvent se mettre certaines femmes, elles vont moins aller vers les formations techniques et plus vers l'aspect data qui est un peu socio, qui est un peu généraliste. Et évidemment, je rejoins tout le monde sur cette question. Quelles sont les conséquences pour les algos IA qui feront partie de notre quotidien et qui auront des biais, qu'ils soient conscients ou non? Si on ne redresse pas cette barre, forcément, il y aura des conséquences et qui ne seront pas forcément visibles et qui seront très longs et difficiles à détricoter parce que ça sera insidieux. Okay. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. C'était très intéressant. Plein d'éléments pour la discussion. Il nous reste pratique pour la dernière présentation, pratique CIBAL de l'UNESCO. Merci, Frédéric. Je vais en train de partager mon écran. Et il faudrait le mettre en présentation. oui. OK.
Donc, il est en train de télécharger. Donc, merci Frédéric et Colin d'avoir m'invité pour continuer la discussion sur le sujet de l'égalité entre les sexes, commencé l'année dernière avec les chaires de l'UNESCO. Et aujourd'hui, je vais aborder le sujet avec une vidéo qu'on a lancée la semaine dernière à l'UNESCO, qui va présenter le contexte de mon intervention. Et... L'IA doit être inclusive en matière de genre. Quelle forme d'intelligence artificielle connaissez-vous? Alexa, Siri, Cortana? Ah. Problème technique. Ont été développés essentiellement par des hommes. L'IA est un miroir des inégalités hommes-femmes. En 2018, 85% des développeurs dans les technologies de l'IA étaient des... Les assistants vocaux sont généralement féminins par défaut. Cela renforce le stéréotype selon lequel les femmes sont des assistantes humbles et serviables. Nous devons traiter ces questions d'inégalité et stéréotypes et ne pas laisser passer l'occasion de faire de l'IA un outil inclusif et respectueux de la diversité. Une société diverse est une société riche et dynamique. Son développement devrait respecter l'égalité et la dignité de tous. Pour découvrir le travail de l'UNESCO sur l'IA, rendez-vous sur notre site web. Donc, petite affiche de notre travail. Mais donc, d'abord, les problématiques de l'IA ne sont pas limitées aux biais dans la data, mais concernant aussi les inégalités à d'autres niveaux. On peut parler d'un cercle vicieux d'inégalités entre les sexes. Donc, je parle de 4 niveaux où les inégalités existent, au niveau de la société, au niveau de l'industrie, au niveau de l'individu et au niveau de la data. Ces schémas présentent un exemple dans la pratique du cercle vicieux. S'il n'y a pas de diversité sur le lieu de travail, comme on a vu dans la vidéo, les produits, par conséquent, les femmes et d'autres minorités se désintéressent de la technologie et ne montrent pas d'intérêt pour travailler dans les entreprises de la technologie et les biais se renforcent. Et donc, on voit dans le cycle ici, c'est notre situation actuelle. Donc, de façon générale, dans notre société, il y a des structures patriarcales qui sont la première source de biais dans la data. Il y a des questions de hétéronormativité, d'absence de perspective intersectionnelle et dans le contexte de travail des femmes, les charges supplémentaires en dehors des activités professionnelles qu'elles assurent ne sont pas prises en compte par la société. Puis d'autres questions concernent l'accès à l'éducation et la formation technologique. Un autre aspect est la question de patriarcat internalisé qui empêche la participation des femmes en technologie. On a discuté l'année dernière la recherche de Frédéric aussi sur les jeux vidéo. Peut-être on va avoir l'opportunité de parler de ça aussi. Et au niveau de l'industrie, l'homme cis-het blanc domine le lieu de travail. Par exemple, selon un rapport de World Economic Forum, seulement 22% des professionnels de l'IA dans le monde sont des femmes. Et selon une enquête publiée dans le rapport de l'UNESCO, I'd blush if I could, quand on demande du genre de nommer une femme leader dans l'industrie technologique, seuls 10% ont pu le faire et parmi eux, un quart a nommé Alexa ou Siri. Donc, ce n'est pas surprenant que l'auteur Emily Chong a parlé de brotopie et d'autres chercheurs ont aussi parlé de brogrammeurs, culture dans l'industrie technologique. C'était aussi le sujet qui était évoqué par Caroline juste maintenant.
Donc, au niveau d'individus, les biais ont plusieurs portes d'entrée. Premièrement, les programmeurs définissent les paramètres comme le target variable et les classes variables nécessaires pour déterminer les résultats d'algorithmes. Ces choix par les programmeurs peuvent être biaisés et désavantager les femmes et les minorités. Un exemple classique est les algorithmes ou logiciels de recrutement. Deuxièmement, les programmeurs peuvent aussi masquer leurs biais et l'intention de désavantager certains groupes derrière l'apparence de neutralité des algorithmes. Et finalement, au niveau de la data, notre sujet du jour, il y a plusieurs sources de biais. Premièrement, biais dans la data utilisée pour la formation des algorithmes. Comme Frédéric a discuté, ça existe dans plusieurs bases de données comme l'utiliser pour reconnaissance faciale. Deuxièmement, une base de données peut être biaisée par les données qu'elle ne contient pas. Et troisièmement, la corrélation n'est pas un lien de causalité. C'est un problème si l'algorithme déduit les caractéristiques personnelles à partir de notre activité sur Internet. Et quatrièmement, mauvaise affectation cyclique des ressources. Ici, en prenant l'exemple d'une administration locale qui recherche des informations sur l'état des routes, on se base sur le nombre de bosses sur la route enregistrés par les téléphones portables des propriétaires de véhicules. Et le gouvernement pourra orienter les ressources vers des zones plus riches où les utilisateurs de téléphones portables et de véhicules sont plus nombreux. Cela diminue encore la qualité de route dans les quartiers moins favorisés. Donc, après avoir, il faut, comment on dit, smash the patriarchy, it will not smash itself. Après avoir abordé le cercle vicieux, je vais maintenant évoquer quelques actions possibles pour lutter contre l'égalité dans la data. D'abord, il existe des outils pour vérifier les biais de manière ex ante et ex post. Par exemple, dans le cas de ex ante, on a vérification de données avec datasheets pour datasets de Teenager Brew et d'autres auteurs. On a adversarial trials où les programmeurs contrôlent les biais possibles en testant les outils. Et il y a plusieurs outils ex post comme audit de équité qui compare avec les normes standards qui est créé par les organisations comme IEEE et des autres. Et aussi audit de l'interface utilisateur. Et au niveau de l'industrie, il y a plusieurs options pour améliorer la diversité au sein de l'industrie LIA via une culture plus inclusive et en soutenant les participation des femmes et des minorités. Et il faut engager sur une réflexion plus large au niveau de la société en général sur les inégalités auxquelles les femmes se confrontent. Pour terminer, l'UNESCO est également engagé sur ce sujet à travers le développement des principes d'éthique de l'IA, des actions de plaidoyer et de la dialogue avec différents acteurs et renforcement de la capacité humaine et institutionnelle. On est en train de gérer un projet en Afrique pour les langues qui sont sous-représentées, qui n'ont pas les données. Et on a une forte équipe des femmes qui gèrent le projet, qui participent et faire la recherche là. Donc, merci. Merci beaucoup, Pratik. Je regrette qu'on n'a pas planifié 2 heures de discussion parce que j'ai plein de choses. Donc, nous avons encore 11 minutes. Donc, je vais voir un peu dans les questions. Je n'en vois pas. Alors, on a vu qu'il y avait beaucoup de problèmes intersectionnels. Donc, on voit aussi que beaucoup de femmes issues des minorités, donc Joy Boy-Lemwini, Timit Gebru, Deborah G., Meredith Broussard, parmi d'autres, se retrouvent sur le devant de la scène des critiques autour de l'IA éthique. Existe-t-il une éthique ou un ethos féministe à faire valoir auprès des entreprises et RH? Voilà, donc
peut-être tout le monde ouvre leur micro parce qu'il y a énormément de bruit autour. Voilà. Excuse-moi, Oui, Oui. voilà, je suis désolée, j'ai pas très bien compris la question. Ok, vous avez bien compris la question. Est-ce qu'il existe un quoi féministe? J'ai eu peur que ce soit une sorte de truc qui dise... Une éthique féministe. Est-ce qu'il y a un avantage à amener une femme dans une équipe de travail autour de l'IA, par exemple? Qu'est-ce que une femme fera différemment qu'un homme, par exemple? Alors, moi, je veux bien essayer d'avancer des petites réponses. La question m'énerve beaucoup, donc mais Voilà. je vais essayer d'y répondre calmement. je provoque. C'est bien. Alors déjà, bon, bien évidemment, on recrute sur les compétences, etc. Le fait d'avoir, en fait, faut faire très attention de ne pas être la caution féminine dans une entreprise qui voudrait recruter une femme, parce que du coup, c'est bien de recruter une femme. Après, le fait que on peut s'appuyer sur le fait que, bien évidemment, une femme ayant été éduquée différemment aura une sensibilité différente et pourra apporter une vision certainement différente dans une équipe. Après, il faut faire très attention parce qu'une femme seule dans une équipe avec que des hommes, c'est souvent très compliqué comme situation. Il ne faut pas oublier qu'il y a un taux d'attrition très fort dans les domaines donc de l'informatique où il y a beaucoup de femmes et la raison principale, c'est quand même sympa de le savoir, que la raison principale, c'est les blagues sexistes qui sont insupportables et qui font que les femmes ont un peu marre de se retrouver dans des milieux avec qui ont quand même de certaines maturités. Donc, bien sûr que amener une femme ou de la diversité, en fait, des gens venant d'horizons différents, donc de genres différents, donc de milieux sociaux différents, donc de religions différentes, donc toutes ces choses-là vont apporter des visions et quelque chose d'un peu différent. Et après, on peut compter sur le fait que beaucoup d'études, McKinsey et autres, montrent que des groupes plus mixtes, donc il ne s'agit pas juste de mettre une femme pour avoir une femme dans une équipe, mais d'apporter vraiment une véritable mixité et diversité, eh bien, ça permet une meilleure performance, une meilleure gestion aussi, et puis surtout un meilleur bien-être pour les équipes, tout simplement. Et ça, on peut le reconnaître facilement. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, quand il y a un peu plus de diversité, il y a plus d'équilibre, et donc il y fait mieux vivre. Donc, je trouve la question un tout petit peu sur le fil, parce que plus de diversité et avoir à l'esprit qu'il faut en effet recruter des équipes mixtes, c'est super. Maintenant, se dire, je vais juste rajouter une femme, parce que comme ça va être magique, ça, c'est faut faire attention. Ouais. Il faut aussi ne pas avoir le syndrome de la Schtroumpfette où il n'y en a qu'une une personne diversifiée et que c'est censé porter la variété dans les points de vue. Quelque chose. Ouais. Qui? Pratique? Ou Caroline? Oui, Caroline, tu voulais pas rajouter quelque chose? Ah non, tu as très bien dit. Mais pratique, je crois que pratique. Moi, je voulais juste remercier mes deux collaborateurs. Là, j'ai adoré, j'ai appris plein de trucs. J'ai essayé de faire des captures d'écran de tout ce que j'ai vu. Je ne sais pas si on peut récupérer vos... Enfin, merci, parce que j'ai appris énormément de choses. Il y a les liens dans le document de travail. Dans ton document, en fait, moi, c'est une présentation prési. Alors, mais j'essaie de vous mettre le lien aussi. Oui, ce serait on va se le partager entre nous. Ouais. Donc j'ai une question de Colin de la Higuera. Donc, les biais dénoncés sont-ils nécessairement insidieux? Comme ils reposent sur la data, ne sont-ils pas au contraire visibles? Donc, peut-être je veux aussi parler de questions qu'on a discutées. Ouais. C'est féminisme, parce que tout d'abord, il faut sonner contre le corporate feminism aussi. Je ne sais pas si traduit bien en français, c'est féminisme d'entreprise, mais c'est corporate feminism, où la responsabilité de montrer et gérer contre le glass ceiling, c'est sur la femme. Ça ignore le facteur structurel dans la société. Et il faut vraiment le livre qui a discuté Lean In, c'est vraiment un exemple de corporate feminism. Par contre, on a besoin d'un féminisme qui est informé par les expériences de diversité de différentes personnes. C'est ça qu'on a besoin, comme Sophie a parlé. Et il y a aussi des exemples dans plusieurs sociétés, entreprises de tokenisme. Et il faut aussi lutter contre ça.
et gérer un mouvement en solidarité avec les gens de plusieurs expériences, aussi les gens non-conforming et queer gender aussi. Ce n'est pas seulement les femmes, mais aussi des réfugiés, femmes réfugiées. Peut-être il faut organiser les coding workshops. Il y a plusieurs différentes expériences que les gens ont. Et la théorie de féminisme, il faut qu'ils capturent leur expérience. Ce n'est pas juste théoriquement qu'on peut parler de féminisme aujourd'hui. Super. Caroline, tu voulais rajouter quelque chose ou pas? Non, c'est vrai que moi, je suis restée sur mon vécu où j'ai toujours été entourée de femmes dans le métier de la data. Donc, effectivement, je n'ai pas ressenti ce besoin. Mais effectivement, on voit clairement la différence entre un univers à majorité féminin ou justement, enfin, majorité, justement, égalitaire. Mon expérience fait que la meilleure expérience professionnelle que j'ai vécue, c'était dans une entreprise où il y avait autant de femmes que d'hommes. Donc, je pense que forcément, on a tous à y gagner en termes d'ambiance de travail et d'efficacité et de partage. Voilà. Après, c'est toujours difficile de forcer les choses parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, la quotient féminine, c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer. Et là, on va dire, imposer des femmes, c'est pas facile parce qu'on doit toujours en faire plus. Pour être au même niveau, donc surtout sur les expertises scientifiques. Donc voilà, c'est pas simple à vivre au quotidien, mais je ne sais pas comment on peut imposer ça sans que ça devienne forcé et gênant pour celles qui seront le sujet de ces démarches corporate, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer très tôt, en fait. C'est qu'on arrive un peu trop tard, en fait, dans cette situation-là, où il y a un besoin. Alors, après, la nature du besoin dans les entreprises, si seulement ça avait pu être philanthropique plutôt que guidé par le profit, mais enfin bon, voilà quoi. Bon, mais la problématique, elle est beaucoup plus tôt. Elle est en effet, elle est dans l'éducation. Et c'est très juste qu'il y a Caroline. Moi, j'avais une prise de conscience dans une discussion avec Salwa Toko du CCNUM où on discutait justement de la place. Moi, je me suis jamais aperçue de ça. J'étais dans l'informatique, il fallait en faire plus que les autres. Je trouvais ça super. C'était un moteur. Il fallait en démontrer encore plus. C'était génial. Mais en fait, à un moment donné, tu te dis mais c'est complètement hallucinant. Et qu'en fait, pourquoi est-ce qu'une certaine partie de la population devrait en démontrer plus qu'une autre? Et l'égalité des droits, c'est bien, mais l'égalité des opportunités, c'est extrêmement important. Et c'est vrai que quand on grandit à dos, on ne se rend pas tellement compte. Et après… Oui. Il y a un des aspects justement du fait que cette discipline devienne plus technique, plus prestigieuse, plus demandée, qu'il y a un engouement des hommes qui rendent les femmes, bien que les femmes ont toujours été présentes, comme on a bien vu, on les rend presque invisibles par l'engouement masculin. Excusez-moi, ouais. Je suis désolée, je vais t'interrompre parce qu'en fait, il y a un truc qui m'a fait tilter dans ce que tu as dit, cette discipline devient plus technique et donc plus précieuse. Non, enfin, pardon, moi, je n'y étais pas, mais je ne crois pas que la discipline, elle devienne plus technique. Hein. Elle était déjà technique et la discipline a toujours été technique. Mais déjà, dans notre inconscient, on est en train de se dire, ah oui, c'est bien plus technique, donc du coup, il y a plus de mecs, mais pas du tout. C'était tout à fait très technique, très précis, très rigoureux. Et toutes ces caractéristiques-là étaient déjà dans ce domaine-là avant. Ça n'a pas changé. La relation avec la technicité s'étend avant les ordinateurs aussi. Donc, quand on voit la relation et la manière dont les hommes, même dans des sociétés de chasseurs-cueilleurs, ils vont s'accaparer des outils de chasse. La technologie a toujours été quelque chose bizarrement qui a été contrôlé par le patriarcat et on le voit. Attention là, je crois qu'on glisse dans des trucs. C'est pas sûr et certain. Il y a quand même eu des études récentes qui ont montré que la place des femmes, justement pendant la préhistoire, n'était pas du tout celle qu'on avait revisitée et qu'on s'était réimaginée. Donc attention. Oui, non. Par contre, justement, les femmes faisaient du travail extrêmement difficile. Mais elles chassaient, il faut arrêter. Elles partaient à la chasse. Elles n'étaient pas en train d'enfiler des perles dans les grottes. Hein. Enfin, non, mais je ne suis pas en train de dire ça non plus. donc justement, mais revenons à cette notion de prestige et d'engouement. Donc si on rentre, et aussi pour faire le lien avec pratique et la notion du féminisme d'entreprise qui est plutôt de s'adapter aux contraintes, aux attentes
Je sais enfin, moi, quand je suis arrivée en France, dans un poste, j'étais la seule femme qui s'est présentée chez Virtools pour un poste où il y avait eu 31 candidats. Et au lieu de me dire, tiens, c'est cool que j'ai eu le travail, je sais que moi, dans mon cas, ça a posé carrément des doutes et le genre de syndrome de l'imposteur, parce que je focalisais spécifiquement sur des formations que je n'avais pas, plutôt que le mélange intéressant que j'amenais dans cette position. Donc, justement, le problème de cette transgression et la raison que je parle de cette masculinité qui se renforce, est-ce qu'il y a moyen de lutter contre ça? Et si oui, quelle stratégie? Il va falloir c'est la dernière question parce que... Je pense qu'il y a les modèles. Il y a les modèles qui sont importants parce que c'est vraiment le message. C'est ce que vous avez tous dit. C'est-à-dire qu'il faut agir dès le début et pas forcément en entreprise. C'est presque trop tard. Il faut amener les jeunes femmes vers ces études-là. Et comment les amener vers ces études-là? En détricotant tout ça et en leur faisant comprendre que le technique, c'est pas que pour les femmes, les hommes. Oui. C'est pas mal lapsus. Et le technique, c'est pas que pour les hommes. À la preuve, enfin, honnêtement, moi, je l'ai vécu aussi. J'ai choisi ma formation. Comment? Parce que j'ai regardé le pourcentage de jeunes hommes et de jeunes femmes dans la formation. J'ai été vers des études qui étaient 50-50 hommes-femmes. Parce qu'on m'avait dit, si tu vas dans l'autre étude que j'avais choisie où il y avait une femme pour 30 hommes, on m'avait dit, soit tu seras la chouchoute et tu vas vivre un enfer, soit sinon, ça va être l'enfer aussi, parce qu'en fait, il va falloir que tu en fasses plus. Donc, je pense qu'il y a vraiment un discours de modèle. Si on montre aux jeunes femmes, aux jeunes filles, qu'en fait, c'est possible, qu'il y a énormément de femmes dans ces métiers-là qui sont très techniques et, comme le disait Sophie, qui ne sont pas devenues techniques, qui l'étaient déjà, c'est vraiment des biais dans la jeunesse. C'est vraiment, ça passe par l'éducation. Et je pense qu'il faut vraiment exploiter ce potentiel. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller utiliser que des femmes connues. Il y a des femmes qui travaillent dans la data qui ne sont pas connues et qui parlent très bien de leur métier et qui peuvent aller dans les écoles et qui peuvent, même avant les études supérieures, surtout, en fait. Et, j'ai un tout petit conseil, Frédéric. D'abord, pardon de t'avoir appelé Frédéric, parce que j'ai deux frères, Dominique et Frédéric. J'ai t'avoir appelé Dominique, pardon, c'est marrant. Bref, non, c'est juste un conseil pour ta situation qui m'a été donné par Aurélie Jean, qui travaille en IA. C'est si tu te sentais, toi, un peu imposteur et que tu en es, en fait, la meilleure façon, c'est d'aller voir la personne qui t'a engagé et lui dire pourquoi vous m'avez engagé. Et des fois, ça éclaire vachement et c'est vachement important d'aller voir les gens pour leur dire pourquoi vous m'avez choisi. Ça permet de désamorcer ça. Ouais, ok. Bon, la prochaine conférence est en train d'attendre, donc il va falloir terminer. Merci beaucoup à Sophie, Caroline et Pratique. Ça a été super. C'est dommage qu'on n'a pas planifié plus de temps pour continuer la discussion. Merci beaucoup à Colin et Bastien qui sont mes collègues dans cette entreprise. Et merci beaucoup. Allez, au revoir à tout le monde. Merci à vous, bon après-midi. Et tous les liens sont partagés dans le document de travail. Bien sûr, et vous retrouverez la vidéo de la conférence également sur le site d'Imagina et vous la retrouverez également sur le site du Salon de la Data. Super, merci beaucoup, au revoir. Merci à vous, au revoir.